imaginez la scène. Le troisième étage du palais de l'Unité. Le cœur battant du pouvoir camerounais. Des couloirs feutrés, des hommes en costume sombre, des agents de sécurité d'élite postés à chaque porte. Le silence de ceux qui savent que ce qui se passe ici ne doit jamais sortir d'ici. Paul Biya est là. Assis derrière son bureau. En pleine séance de travail sur le dossier le plus sensible du moment, la composition du nouveau gouvernement et le choix du futur vice-président de la République du Cameroun. Un document est posé devant lui. Un seul document. Mais ce document contient peut-être le nom de celui qui, demain, sera le deuxième homme le plus puissant de ce pays. Et puis, une porte s'ouvre. Sans frapper. Sans annonce. Sans protocole. Elle entre. Et en quelques secondes, le troisième étage le plus sécurisé du Cameroun se transforme en scène de chaos. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est ce que les médias officiels ne vous diront jamais. Ce que les communicants du régime veulent effacer de toutes les mémoires. Ce que les témoins présents ce jour-là n'oseront jamais confirmer publiquement. Restez avec nous. Parce que cette histoire, elle ne fait que commencer. Partie 1. Contexte des faits, le palais, ce théâtre du pouvoir. Pour comprendre ce qui s'est passé au palais de l'Unité la semaine dernière, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce lieu mythique, et ses habitants. Paul Biya, selon plusieurs sources proches du pouvoir, a progressivement modifié ses habitudes de travail ces dernières années. Le président de la République ne se rend plus systématiquement à son bureau du troisième étage du palais de l'Unité. Il travaille désormais régulièrement depuis son domicile présidentiel. Une habitude devenue quasi structurelle, que ses collaborateurs les plus proches ont appris à intégrer dans leur quotidien. Mais il existe des exceptions. Des moments précis où Paul Biya juge nécessaire de se rendre dans ce bureau officiel. Quand il doit recevoir un chef d'État étranger. Quand il attend un appel diplomatique de haute importance. Quand un dossier particulièrement sensible exige le cadre solennel et sécurisé de ce bureau d'État. La semaine dernière, c'est l'un de ces moments exceptionnels qui s'est produit. Paul Biya a fait le déplacement. Il s'est installé derrière ce bureau que peu de Camerounais ont vu de leurs propres yeux. Et il a ouvert un dossier qui, depuis plusieurs semaines, divise les cercles du pouvoir camerounais comme jamais auparavant, la question de la vice-présidence. Mais ce n'est pas tout. Car pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est produit ce jour-là, il faut revenir sur l'annonce qui a tout déclenché. La décision de Paul Biya d'introduire, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Cameroun, le poste de vice-président de la République. Une annonce qui, en apparence, ressemble à une réforme institutionnelle ordinaire. Mais qui, dans les coulisses du pouvoir à Yaoundé, a produit l'effet d'une bombe à fragmentation. Pourquoi ? Parce que derrière la question juridique et constitutionnelle, il y a une question humaine, familiale, presque dynastique, qui sera ce vice-président ? Et selon plusieurs sources concordantes, le choix de Paul Biya serait clair, assumé, arrêté. Ce choix, c'est son fils. Franck Biya. Franck Biya, ce fils discret, longtemps resté dans l'ombre de son père, mais dont la trajectoire politique s'est accélérée ces dernières années. Franck Biya, que ses partisans présentent comme le successeur naturel, le garant de la continuité, le fils qui a attendu son heure patiemment. Mais Franck Biya a une opposante. Une seule. Et cette opposante est peut-être la seule personne au Cameroun qui puisse entrer sans frapper dans le bureau de Paul Biya. Cette opposante, c'est Chantal Biya. La première dame. Partie 2. Le conflit, la guerre des clans au sommet de l'État. Depuis que le nom de Franck Biya circule avec insistance comme favori pour la vice-présidence, le palais de l'Unité est devenu un champ de bataille. D'un côté, le clan de Franck Biya. Ses proches, ses soutiens, ceux qui voient dans cette nomination l'aboutissement d'une stratégie patiente et méticuleuse. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour positionner le fils du président comme le successeur incontournable. De l'autre côté, le clan de Chantal Biya. La première dame, elle aussi, a ses réseaux. Ses fidèles. Ses lignes rouges. Et visiblement, la nomination de Franck Biya comme vice-président est l'une de ces lignes rouges qu'elle refuse de laisser franchir. Mais ce n'est pas tout. Car au cœur de cette bataille entre deux clans, il y a un nom qui revient avec insistance. Un nom qui cristallise les tensions. Ce nom, c'est celui de Georges Gilbert Baongla. Georges Gilbert Baongla est une figure centrale de l'entourage présidentiel. Et selon les partisans de Franck Biya, il ne serait pas neutre dans cette bataille. Bien au contraire.
Ils sont convaincus, et cette conviction circule avec force dans les cercles du pouvoir à Yaoundé, que Georges Gilbert Baongla travaillerait activement pour le compte de Chantal Biya. Qu'il serait, en quelque sorte, un agent double au cœur du dispositif présidentiel. Une accusation lourde. Une accusation qui, si elle est fondée, expliquerait beaucoup de choses. Et une accusation qui, selon nos informations, aurait précipité les événements dramatiques de la semaine dernière. Parce que ce matin-là, quand Paul Biya s'est installé dans son bureau du 3e étage pour travailler sur le dossier de la vice-présidence, il n'était pas seul. Il était entouré d'une petite équipe. Des collaborateurs triés sur le volet. Des hommes supposément de confiance. Et quelqu'un, dans ce dispositif hermétique, aurait informé Chantal Biya. Quelqu'un aurait décroché son téléphone, ou passé un message, pour dire à la première dame, il est là, il travaille sur le dossier, c'est maintenant ou jamais. Et Chantal Biya a décidé que c'était maintenant. Ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que les observateurs du pouvoir camerounais avaient imaginé. Chantal Biya débarque au 3e étage sans annonce préalable. Les agents de la direction de la sécurité présidentielle, la redoutable DSP, sont présents. Ils la voient arriver. Mais personne ne l'arrête. Parce que personne au Cameroun n'arrête la première dame. Elle entre dans le bureau. Et là, avant même que Paul Biya ait pu ouvrir la bouche, les mots commencent à pleuvoir. Dur. Direct. Sans filtre. Une avalanche d'insultes à l'adresse de l'entourage présent, des collaborateurs qui ne savent plus où se mettre, qui regardent le sol, qui retiennent leur souffle. Chantal Biya est claire, elle s'oppose à la nomination de Franck Biya comme vice-président. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une demande polie. C'est une opposition frontale, assumée, exprimée avec toute la force d'une femme qui sait que dans cette pièce, à cet instant, personne ne peut lui répondre. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle ajoute quelque chose qui va bien au-delà de la querelle politique. Elle évoque le pape Léon XIV, dont la visite au Cameroun aurait suscité des attentes particulières de sa part. Elle accuse les frères de Paul Biya d'avoir tout manœuvré pour que ce pontife, en visite sur le sol camerounais, ne puisse pas bénir ses enfants. Une accusation à la fois personnelle et spirituelle. Une blessure intime portée dans un espace politique. Et elle conclut par ce qui ressemble à un véritable acte d'accusation contre Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, dit-elle, il veut mettre de côté ceux qui le protègent depuis des années. Le silence dans la pièce doit être assourdissant à ce moment-là. Puis vient le geste. Le geste qui a tout changé. Chantal Biya s'avance vers le bureau. Elle saisit le document posé devant Paul Biya, ce document sur lequel travaillait le président, elle le déchire. Et elle repart. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ce n'est qu'après son départ qui vit d'essentiaux, le patron de la DSP, reprenant ses esprits, ordonne une évacuation immédiate du 3e étage. Pour éviter les fuites. Pour contenir l'incident. Pour s'assurer que ce qui vient de se passer reste confiné dans les murs de ce couloir feutré. Mais dans le monde d'aujourd'hui, rien ne reste vraiment secret. Partie 3, révélation et décryptage, ce que cet incident révèle vraiment. Pour ceux qui seraient tentés de réduire cet incident à une querelle conjugale, permettez-nous de poser les choses clairement. Ce qui s'est passé au 3e étage du Palais de l'Unité n'est pas une scène de ménage. C'est un acte politique. Un acte de pouvoir. Un signal envoyé à tous ceux qui pensaient que la question de la vice-présidence était réglée. Analysons ce geste de déchirer le document. Un document posé devant le président de la République, dans son bureau officiel, entouré de ses collaborateurs. Déchirer ce document, c'est dire symboliquement, cette décision n'est pas définitive. Cette page n'est pas tournée. Cette nomination ne passera pas. C'est un message. Et ce message a été reçu 5 sur 5 par tout le monde dans cette pièce. Mais ce n'est pas tout. Car cet incident s'inscrit dans un contexte plus large que celui des seules ambitions de Franck Biya. Il faut comprendre que la question de la succession au Cameroun est, depuis des années, le grand non-dit de la politique nationale. Personne n'en parle officiellement. Mais tout le monde y pense. Et tous les acteurs du système, partisans, proches, clans familiaux, se positionnent en fonction de ce grand rendez-vous dont on ne sait ni la date ni les modalités exactes. Dans ce contexte, la création d'un poste de vice-président prend une dimension immense. Parce que dans la logique constitutionnelle, le vice-président est celui qui, en cas d'empêchement du président, assume la continuité du pouvoir exécutif. Autrement dit, nommer un vice-président,
c'est potentiellement nommer un successeur. Et là, la question prend une autre dimension. Si Franck Biya devient vice-président, il devient le successeur constitutionnel désigné de son père. Un scénario dynastique que certains voient comme une évolution naturelle, et que d'autres, visiblement dont Chantal Biya, refusent catégoriquement.